Il y a presque 45 ans depuis sa mort, les gens ne peuvent toujours pas oublier le visage de la nouvelle vague américaine, John Wayne, qui est devenu emblématique pour ses rôles dans les westerns et les films de guerre dans les années 1920. En tant que l'un des personnages ayant le plus de succès au box-office pendant 3 décennies, John rend toujours le public fier et heureux de ses victoires dans sa carrière d'acteur. Néanmoins, au-delà de l'objectif cinématographique, la vie de John Wayne cachait de nombreux secrets non divulgués, donnant lieu à des spéculations sinistres dans les médias. Pour dissiper ces rumeurs, les descendants de John ont courageusement pris la parole pour dévoiler la vérité complète sur leur père. Regardons cette vidéo ensemble. Marion Robert Morrison, mieux connu sous son nom de scène emblématique John Wayne, est né à Winterset, Iowa, en 1907. Ses premières années ont été marquées par un lien fort avec sa famille, en particulier son père pharmacien et sa mère. En 1914, lorsque Wayne avait seulement 7 ans, les Morrison ont décidé de partir vers l'ouest jusqu'en Californie, cherchant de nouvelles opportunités et un nouveau départ. Le jeune garçon a trouvé un compagnon constant en un chien Airedale nommé Duke. Leur lien inséparable a conduit au surnom Petit Duke pour le garçon et Grand Duke pour le compagnon canin, donnant finalement naissance au surnom durable qui deviendrait synonyme de la légende d'Hollywood. Pendant son temps au lycée de Glendale, Wayne a démontré des talents exceptionnels sur le terrain de football et sur scène. Sa maîtrise du football, associée à son intérêt pour le théâtre, a préparé le terrain pour ce qui allait devenir une carrière polyvalente. Le surnom Duke l'a suivi, de la cour de récréation jusqu'au grand écran. En envisageant initialement un avenir dans le football, les compétences de Wayne sur le terrain lui ont valu une bourse pour jouer avec les Trojans de l'Université de Californie du Sud. Sa montée en tant que joueur étoile s'est accompagnée d'un mode de vie décontracté typique d'un surfeur, appréciant son temps libre à Newport Beach. Cependant, le destin a pris un tournant inattendu en 1926 lorsqu'un accident de surf a mis fin abruptement à ses études universitaires et à ses aspirations au football, comme rapporté par le Chicago Tribune. Malgré ce revers, Wayne s'est dirigé vers un nouveau chemin. Selon John Wayne Heritage, il a commencé à travailler pour des studios de cinéma locaux après avoir quitté l'école. Cela a marqué le début d'un voyage transformateur dans le monde du cinéma, jetant les bases d'une carrière qui ferait de lui l'une des figures les plus durables et les plus aimées de l'histoire du cinéma américain. Après s'être aventuré dans le monde du cinéma, la première incursion de John Wayne dans l'industrie était modeste mais cruciale. Selon John Wayne Heritage, son premier poste était chez Fox Film, où il travaillait comme homme à tout faire. Ce rôle impliquait la tâche exigeante et souvent ingrate de déplacer des meubles et de l'équipement, fournissant à Wayne un revenu modeste, mais une prise de pied dans le monde cinématographique. En même temps, Wayne saisit l'opportunité d'apparaître comme figurant dans divers films, commençant en 1926 avec un rôle non crédité en tant que joueur de football anonyme de Yale dans Brown of Harvard. Au cours des années suivantes, il endossa 13 rôles supplémentaires non crédités avant de se faire reconnaître sous son nom de naissance, Duke Morrison, dans le film de 1929, Words and Music. Pendant ce temps, Wayne croisa la route du réalisateur John Ford, amorçant une amitié durable qui aurait un impact significatif sur sa carrière. Cependant, c'est le réalisateur Raoul Walsh qui joua un rôle crucial dans la trajectoire de Wayne à Hollywood. Dans La piste des géants, un film sorti en 1930, Wayne obtint son premier rôle important en tant que Breck Coleman, un personnage menant des chariots couverts sur une route terrestre. Les auditions pour ce rôle étaient très compétitives. Wayne aurait concouru contre 81 autres acteurs, comme le rapporte l'Evening Star de Washington, D.C. Notamment, le journal reconnaissait la carrière précédente de Wayne dans le football et le désignait comme « assistant homme à tout faire ».
C'est pendant cette période que le nom John Wayne fit ses débuts dans la presse. Comme le raconte John Wayne, un blog, Raoul Walsh proposa le nom Anthony Wayne, mais le patron des studios Fox, Winfield Sheehan, le trouvait trop italien. À un moment crucial, Sheehan suggéra John Wayne, un nom que lui et l'acteur acceptèrent de volontiers. Selon John Wayne Heritage, Wayne accepta le changement, reconnaissant que si les personnes qui payaient son salaire voulaient améliorer son nom, il était plus que disposé à accepter la modification. Le paradoxe de John Wayne, une figure emblématique associée à l'image robuste et virile du cow-boy, détestant les chevaux, est un aspect fascinant de sa vie personnelle. Scott Eyman, biographe de Wayne, explore ce détail surprenant dans son livre John Wayne, The Life and Legend. Selon Eyman, la version de Wayne pour les chevaux était si prononcée que son propre fils, Michael Wayne, devait apprendre à monter avec des cascadeurs plutôt que de recevoir des conseils de son père. Cette révélation remet en question l'image conventionnelle du Duke, passant une grande partie de son enfance et de sa carrière à cheval. L'affirmation d'Eyman trouve un soutien supplémentaire dans une interview détaillée dans The New Frontier, où David Gergen et Gary Wells discutent du prétendu aversion de Wayne pour les chevaux. Gergen déclare « Vous dites qu'il détestait les chevaux, un homme », à quoi Wills répond « Détestait les chevaux. Il n'a jamais monté sauf sur le plateau, et jamais quand il n'en avait pas besoin. » Cette contradiction entre l'image cinématographique de Wayne en tant que cavalier intrépide et son prétendu dégoût pour ses animaux ajoute une couche intrigante à la personnalité de l'acteur. Cependant, le récit prend un tournant lorsque l'on considère les récits contradictoires. Le fils de John Wayne, Patrick, a offert une perspective différente à l'auteur Tony Medley. Patrick affirmait que son père était en fait un excellent cavalier. Il raconta un incident lors du tournage de Big Jake en 1971 où il avait observé son père, cavalier expérimenté, garder le contrôle de son cheval même après qu'il se soit effrayé pendant une scène de poursuite. Cela contredit l'idée que Wayne évitait de monter à moins que ce ne soit absolument nécessaire. De plus, Patrick partagea une anecdote personnelle du tournage de Les Comancheros, où son père avait remarqué ses compétences de cavalier plutôt médiocres pendant une scène. En réponse, John Wayne intervint, disant à son fils « Tu vas apprendre à monter à cheval ». Il s'est assuré que Patrick reçoive des leçons supplémentaires, ce qui a entraîné une amélioration notable de ses compétences équestres. Le contraste entre la personnalité à l'écran de John Wayne et sa vie personnelle ajoute une couche de complexité à la légende d'Hollywood. Alors que le Duke projetait une image d'homme dur, robuste et beau à l'écran, en dehors des caméras, il était décrit comme quelque peu réservé voire maladroit, particulièrement dans ses interactions avec les femmes, comme le notait The Fashion Ball. Malgré son prétendu malaise avec le sexe opposé, la vie amoureuse de Wayne était loin d'être paisible. Selon le critique Emmanuel Levy, Wayne prétendait qu'il ne courtisait jamais les femmes, et le scénariste James Grant a mentionné que les femmes insistantes l'effrayaient vraiment. Pourtant, le Duke s'est retrouvé marié 3 fois et, de ses unions, il a eu un total de 7 enfants. Son premier mariage était avec Joséphine Sáenz en 1933. Le couple a eu 4 enfants ensemble, Michael, Tony, Patrick et Melinda, avant que leur mariage ne prenne fin en 1943. Le site de John Wayne suggère que le rôle principal de Wayne est une supposée liaison avec Marlène Dietrich pendant le tournage de films comme Seven Sinners, 1940, The Spoilers et Pittsburgh, tous deux en 1942, ont peut-être joué un rôle dans la dissolution de son premier mariage. La plupart des biographes attribuent l'affaire à Dietrich, qui aurait exprimé son désir pour Wayne à son agent, menant à une relation contractuelle et une liaison de 3 ans. Après son tumultueux premier mariage, Wayne entra dans une deuxième union avec Esperanza Chata Baur Diaz. Ce mariage fut marqué par la jalousie, la supposée liaison de Wayne avec l'actrice Gail Russell et, selon Emmanuel Levy, des disputes fréquentes et alcoolisées. Le couple divorça en 1954.
Le troisième et dernier mariage de Wayne fut avec l'actrice Pilar Palette. Le mariage a produit 3 autres enfants, Aïssa, John et Marisa, avant de se terminer finalement par un divorce en 1973. Malgré les défis de ces mariages, Wayne resta célibataire après son 3e divorce. Dans ces dernières années, il partagea sa vie avec sa secrétaire, Pat Stacey. La période entre 1940 et 1945 a vu John Wayne plonger dans une série de films sur le thème de la guerre, reflétant le contexte mondial tumultueux de la Seconde Guerre mondiale. Selon la base de données Internet Movie Database, il est apparu dans 7 films liés à la guerre pendant cette période, notamment Dark Command, The Long Voyage Home, Flying Tigers, The Fighting Seabees, Back to Bataan, Reunion in France et They Were Expendable. La question se pose naturellement. Comment Wayne a-t-il réussi à tourner ses films alors que la Seconde Guerre mondiale faisait rage? Comme le note Den of Geek, John Wayne, initialement enregistré pour le service sous le nom de Marion Mitchell Morrison, a reçu un sursis de classe 3A pour dépendance familiale. En tant que seul pourvoyeur de sa famille et père dévoué, Wayne a choisi de différer son service militaire pour continuer à travailler à Hollywood. Il a exprimé le désir de faire encore quelques films avant d'éventuellement entrer dans le service. De plus, maintenir son nom au premier plan dans l'industrie cinématographique hautement concurrentielle a probablement joué un rôle dans sa décision. Bien que Wayne prévoyait de servir dans la guerre éventuellement, il n'a jamais participé à la Seconde Guerre mondiale. En 1942, le Congrès a révisé la loi sur le service sélectif, reportant tous les hommes mariés jusqu'à nouvel ordre, comme le rapporte World War 2.0. Cette décision reflétait la conviction que la préservation de l'unité familiale était essentielle pour maintenir une société organisée. Les reports de dépendance, comme le souligne encyclopédia.com, ont bénéficié d'un soutien significatif à cette époque. Malgré ce soutien législatif, l'immunité de Wayne au service militaire aurait irrité son ami et collaborateur fréquent, le réalisateur John Ford. Selon Magellan Times, pendant le tournage de They Were Expendable en 1945, Ford, connu pour son expérience militaire et son engagement envers l'authenticité, a confronté Wayne à propos de son salut peu enthousiaste. Apparemment frustré, Ford aurait exclamé « Duke, tu ne peux pas faire un salut qui ressemble au moins à celui de quelqu'un qui a servi. » En réponse, Wayne aurait quitté le plateau, mettant en lumière la tension entre les deux pendant une période où l'impact de la guerre était profondément ressenti à la fois dans le monde réel et dans le monde fictif d'Hollywood. En 1948, à l'âge de 41 ans, John Wayne a confronté une préoccupation commune à laquelle de nombreux hommes d'âge moyen sont confrontés: la perte progressive de cheveux. The Vintage News note que Wayne, remarquant l'évolution de sa calvitie, a décidé de résoudre le problème en portant une perruque dans ses films. Ce changement est devenu particulièrement remarquable dans ses films de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'il soit occasionnellement apparu en public sans la perruque, Wayne, selon The Vintage News, a continué à porter une perruque dans ses rôles cinématographiques. La décision d'utiliser une perruque n'est pas passée inaperçue du public et des médias. Mental Floss raconte un incident où un journaliste a demandé à Wayne à propos de ses cheveux faux. En réponse, Wayne a plaisanté en disant « Ce n'est pas faux, c'est des vrais cheveux. Bien sûr, ce n'est pas les miens, mais c'est bien réel. » La reconnaissance franche de Wayne de porter une perruque a mis en valeur son approche directe et sans excuse de l'aspect cosmétique de son apparence. Malgré sa franchise sur le port d'une perruque, il y avait une exception. Pour le film Les ailes de l'aigle en 1957, Wayne a choisi de ne pas porter sa perruque. Ce départ de son apparence habituelle à l'écran mettait en évidence la polyvalence de l'acteur et sa volonté de modifier son apparence pour des rôles spécifiques. Les perruques portées par John Wayne pendant ses films sont devenues des objets de valeur à part entière. En 2010, la BBC a rapporté que la perruque qu'il portait dans le film de 1967, El Dorado, a été mise aux enchères et a rapporté $1 244.
Par la suite, en 2013, une autre perruque sur mesure, fabriquée avec des cheveux humains et nouée méticuleusement brin par brin sur une maille en dentelle avec des bandes de soie pour une apparence de cuir chevelu réaliste, a été découverte. The Vintage News a rapporté que cette perruque, ainsi que son bloc de toile, a été vendue pour $6 250. Malgré la valeur financière de ces artefacts, la volonté de Wayne de discuter ouvertement et même de plaisanter sur son utilisation d'une perruque a démontré un niveau de conscience de soi et d'humour sur les réalités du vieillissement sous les feux de la rampe. De plus, la révélation accidentelle de sa perruque lors des scènes de combat dans des films comme Le bagarreur du Kentucky, 1949, L'homme tranquille, 1952, et La ruée vers l'Ouest, 1960, a ajouté une touche légère à la carrière emblématique de Wayne. En 1954, John Wayne se retrouve sur le plateau reculé du désert de l'Utah pour Le Conquérant, un film retraçant la vie de Gengis Khan. Le Guardian a plus tard jugé que le rôle était mal adapté à l'acteur emblématique. Cependant, l'aspect le plus significatif de la production n'était pas son mérite cinématographique, mais plutôt sa proximité géographique avec un site d'essai de bombes atomiques dans le Nevada, à seulement 100 miles de là. À l'insu de la distribution et de l'équipe, cet emplacement aurait des conséquences graves sur leur santé. Malgré les assurances officielles selon lesquelles les retombées ne toucheraient pas le lieu de tournage, un compteur Geiger sur le plateau a émis des crépitements si forts que Wayne a soupçonné une défaillance. Les retombées ont en effet atteint la zone, et tout le monde sur le plateau, y compris Wayne, a été involontairement exposé à des radiations. Ce groupe sera plus tard appelé les Downwinders, des personnes exposées aux retombées radioactives, non seulement dans l'Utah, mais aussi en Arizona et dans le Nevada entre 1951 et 1962. La biographie confirme que la première bataille de Wayne contre le cancer a eu lieu en 1964, entraînant l'ablation d'un poumon et de quelques côtes. La maladie devait finalement lui coûter la vie en 1979, plus précisément à cause d'un cancer de l'estomac. Tragiquement, les fils de Wayne, qui étaient également présents sur le plateau, Michael et Patrick, ont également développé un cancer, bien qu'ils aient réussi à survivre. En 1981, The Fashion Ball rapporte qu'un stupéfiant 91 des 220 membres de la distribution et de l'équipe ayant participé au tournage de Le Conquérant avaient développé un cancer. Parmi eux figuraient des personnalités éminentes telles que l'actrice principale Susan Hayward et le réalisateur Dick Powell. Le tribut sur la santé des personnes impliquées était dévastateur, avec 46 individus, dont Wayne, succombant à la maladie. Les conséquences à long terme de l'exposition aux radiations des essais de bombes atomiques étaient considérables. Notamment, les victimes de cette tragédie ont plus tard été témoins de l'adoption de la Radiation Exposure Compensation Act de 1990. Cette législation accorde une indemnisation allant de 50 000 à 100 000 $ aux personnes touchées par une exposition aux radiations causées par le gouvernement. Cependant, les demandeurs doivent fournir la preuve de leur exposition et de son lien avec les activités gouvernementales. Les connexions politiques de John Wayne étaient profondes, allant bien au-delà d'être simplement un électeur. Il a activement forgé des amitiés avec plusieurs présidents américains. Son cercle d'associations politiques comprenait Dwight Eisenhower, John Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter et Ronald Reagan. Wayne n'était pas seulement un partisan de loin. Il entretenait personnellement des liens avec ces personnalités influentes. L'engagement politique de Wayne était notablement évident dans son soutien actif à Richard Nixon lors de l'élection présidentielle de 1960, comme le note la Nixon Foundation. Malgré la défaite de Nixon lors de cette élection, Wayne est resté fair-play. Lorsque John F. Kennedy est sorti victorieux, Wayne a envoyé un télégramme exprimant les félicitations de l'opposition loyale. Tragiquement, Wayne a été profondément affecté, comme beaucoup, par l'assassinat de Kennedy 3 ans plus tard. Les sentiments politiques de Wayne étaient justes,
et démontrait un engagement envers le processus démocratique. Après la défaite de Barry Goldwater lors de l'élection de 1964, Wayne a accepté avec grâce le résultat. Cependant, son allégeance politique a refait surface en 1968 lorsqu'il est devenu à nouveau un fervent partisan et ami de Richard Nixon lors de l'élection présidentielle. Leur amitié a survécu même pendant les périodes turbulentes du scandale du Watergate, qui a finalement conduit à la démission de Nixon en 1974. La camaraderie entre Wayne et Nixon était réciproque. Nixon reconnaissait la capacité de Wayne à raisonner avec les électeurs de la classe ouvrière, appréciant l'influence de l'acteur dans cette catégorie démographique. Leur amitié durable a survécu à la tempête des controverses politiques, reflétant un lien qui transcendait les hauts et les bas du paysage politique. Il est intéressant de noter que le paysage politique de la famille Wayne a pris un tournant différent lorsque Issa Wayne, la fille de John Wayne et fondatrice de John Wayne Enterprises et de la John Wayne Cancer Foundation, a soutenu le candidat républicain Donald Trump en 2016. Cependant, cette décision a suscité une réponse de la part du frère d'Issa, Ethan, qui a clarifié que ni la famille ni la fondation ne soutenaient les candidats au nom de John Wayne. Cet incident souligne la complexité de la navigation des soutiens politiques dans le contexte de l'héritage de John Wayne, illustrant l'équilibre délicat entre les croyances politiques personnelles et le maintien de la nature apolitique de certains héritages. En 1976, John Wayne a fait sa dernière apparition sur grand écran dans le film The Shootist, aux côtés de Lauren Bacall et de Ron Howard. Ce film poignant était centré autour d'un vieux pistolero de l'Ouest, J.B. Brooks, qui luttait contre un diagnostic de cancer terminal. Dans une tournure unique, le personnage de Wayne choisit de rencontrer son destin à travers un dernier duel. Alors que certains critiques ont trouvé le film stagnant, John Wayne Heritage le considère comme l'une des plus grandes performances de l'acteur. L'ironie n'a pas échappé au public, alors que Wayne, ayant lui-même combattu le cancer, incarnait un personnage confronté à la même maladie. We Are the Mutants note que Wayne semblait évidemment malade pendant le tournage de The Shootist, avec le personnage fictif de Brooks exprimant audiblement ses difficultés physiques par des grognements et des gémissements. Cependant, contrairement à l'hypothèse publique, Wayne n'avait pas de cancer lors du tournage du film. Selon la base de données Internet Movie, il avait réussi à surmonter la maladie en 1969 après un combat contre un cancer de l'estomac. Bien que Wayne ait affronté un autre combat contre le cancer de l'estomac en 1975, il était en rémission avant le tournage de The Shootist. Malgré ses défis de santé, Wayne a démontré une résilience remarquable sur le plateau. En plus de surmonter le cancer, il a dû faire face à un grave cas de grippe qui l'a conduit à l'hôpital pendant la production. Contrairement à tout signe de ralentissement, Medium rapporte que Wayne avait un autre film en préparation, intitulé Beau John. Ce film était destiné à être une comédie légère, se déroulant dans les années 1920 et se concentrait sur le patriarche d'une famille du Kentucky. Malheureusement, la santé de Wayne a pris un tournant pour le pire en janvier 1979, lorsque son cancer de l'estomac est revenu. Tragiquement, le 11 juin de cette année-là, John Wayne, la figure emblématique connue pour sa robustesse à l'écran comme dans la vie, succomba à la maladie. Son héritage perdure non seulement à travers sa filmographie étendue, mais aussi comme un symbole de résilience face aux luttes personnelles. En 2019, une interview de John Wayne datant de 1971 pour Playboy refit surface, ravivant un débat sur les points de vue de l'acteur légendaire sur la race. Dans l'interview, Wayne déclara « Je crois en la suprématie blanche jusqu'à ce que les Noirs soient éduqués à un niveau de responsabilité. » Il exprima également la conviction que les Afro-Américains avaient besoin de meilleures opportunités éducatives, et il défendit des actions historiques telles que l'esclavage et le déplacement des peuples autochtones, les présentant comme une question de survie. Le ressurgissement de ces remarques a conduit à une réévaluation de l'héritage de Wayne, en particulier en ce qui concerne le changement de nom de l'aéroport John Wayne dans le comté d'Orange, en Californie.
David Whiting du Mercury News revisita l'article, affirmant que Wayne, selon ses propres déclarations, se considérait comme un suprématiste blanc. La question se posa, Wayne prétendait-il vraiment être un suprématiste blanc, ou ses déclarations étaient-elles maladroites? Dans un article de suivi dans l'Orange County Register, Whiting nota que certains lecteurs soutenaient Wayne. Un lecteur argumenta que l'article reflétait le mépris de soi blanc, tandis que d'autres blâmaient la politique de la correction pour ce qu'ils considéraient comme un jugement injuste de Wayne, en soulignant qu'il était le produit de son époque. Le fils de Wayne, Ethan, offrit une perspective sur la controverse, affirmant que juger son père sur la base d'une seule interview datant d'il y a un demi-siècle serait une injustice. CNN cita Ethan Wayne en disant « Ce serait une injustice de juger quelqu'un sur la base d'une interview utilisée hors contexte. Ainsi, toute discussion sur le retrait de son nom de l'aéroport devrait inclure l'image complète de la vie de John Wayne et ne pas être basée sur une seule interview marginale datant d'il y a un demi-siècle. Il y a une chose que tout amateur de John Wayne veut savoir, et c'est sa relation avec Clint Eastwood. Le genre western a été témoin de l'essor de deux titans du cinéma, John Wayne et Clint Eastwood, qui ont non seulement laissé des empreintes indélébiles à travers leurs rôles emblématiques, mais ont également apporté des contributions significatives depuis la chaise du réalisateur. Cependant, malgré leur importance commune dans le genre, Wayne et Eastwood étaient reconnus pour s'affronter en raison de leurs approches dramatiquement différentes du cinéma, en particulier en ce qui concerne les questions de moralité. John Wayne, figure emblématique des westerns classiques, adhérait à un code strict de moralité dans ses films. Il insistait pour jouer des personnages moralement intègres et non compromis. Wayne refusait de tourner des scènes dépeignant des actes déshonorants, tels que tirer dans le dos des ennemis, tricher, utiliser des astuces ou se livrer à la trahison. Pour Wayne, toute représentation de personnages vertueux était jugée non américaine. Son engagement envers une représentation traditionnelle et moralement intègre de l'Ouest sauvage a donné le ton à bon nombre de ses films. D'autre part, Clint Eastwood, une star de la génération suivante dans les westerns, adoptait une approche différente et plus nuancée. Eastwood, à la fois en tant qu'acteur et réalisateur, explorait les aspects moralement gris du genre. Il examinait des personnages troublés, blasés et cherchant souvent la rédemption, parfois sans jamais vraiment l'atteindre. Sa représentation du Vieux Ouest penchait vers une dépeinture plus âpre, plus réaliste, évoquant les récits moralement ambigus que l'on trouve dans des séries télévisées contemporaines comme Game of Thrones. Le conflit entre ces deux géants du genre western a atteint son paroxysme lorsque Eastwood s'est lancé dans des projets qui s'éloignaient du cadre traditionnellement intègre et moral de Wayne. Dans un incident notable, Wayne a écrit une lettre cinglante à Eastwood, condamnant son dernier projet, High Plains Drifter, arguant qu'il n'avait rien à voir avec les pionniers qui ont façonné l'Ouest. Eastwood a défendu son approche, affirmant que l'exploration des aspects plus sombres et plus complexes du genre était intentionnelle, représentant un changement générationnel dans la narration. La dynamique Wayne-Eastwood symbolisait un affrontement entre deux époques de réalisation de westerns, l'une enracinée dans les idéaux traditionnels de l'héroïsme et de la moralité, et l'autre embrassant un récit plus complexe et moralement ambigu. La relation antagoniste entre ces deux figures emblématiques du genre western reflète la nature évolutive de la narration et de la réalisation cinématographique, alors qu'elle passait de l'ère classique à une approche plus moderne et nuancée. Que pensez-vous des petits secrets peu révélés de John Wayne? Laissez-nous vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de partager et de vous abonner à la chaîne si vous l'avez apprécié. Merci d'avoir regardé cela et à bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.